Éloge de la France. Comment un voyage a changé notre vision du monde. Personne n'aurait pu imaginer qu'une simple vidéo anodine déclencherait un phénomène de société capable de faire bouger un pays tout entier. En ce moment même, à Rome, en Italie, une situation sans précédent est en train de se produire. Tout a commencé lorsqu'une grande famille italienne a décidé de se rendre en France pour un voyage. Ce dont ils ont été témoins en France était, pour les Français, une réalité si banale qu'ils n'y prêtent plus attention. Une supérette ouverte tard dans la nuit, le calme d'une rue paisible après minuit, et un accueil chaleureux. Tout cela a bouleversé leurs valeurs jusqu'à la racine. Quels ont été les mots qu'ils ont prononcés, en larmes, à leur retour? Et pourquoi leur voyage a-t-il incité les riches du monde entier à affluer massivement en France? Voici l'histoire miraculeuse de 2 semaines qui ont submergé les aéroports et même transformé les liens d'une famille de 3 générations. Je vais vous raconter maintenant, sans rien cacher, l'intégralité de ce récit bouleversant. Une grande famille de 20 Italiens débarque en France. Des gens du monde entier affluent, provoquant la saturation des aéroports. La confession poignante de la belle-fille italienne. Mesdames et messieurs, en ce moment, l'aéroport Léonard de Vinci de Rome est en pleine effervescence. Maman, où vont tous ces gens? Ils vont en France, ma chérie. Autant de monde, tous en même temps? Oui, c'est exact. 20 membres d'une même grande famille italienne ont embarqué simultanément sur un vol pour Paris. Ce voyage sans précédent, réunissant 3 générations, du grand-père aux petits-enfants adolescents, secoue maintenant toute l'Italie. Mais le plus surprenant est ce qui a suivi. Après leur retour, des files d'Italiens se sont formées devant les épiceries fines françaises de Rome. Et chaque jour, des dizaines de milliers d'Européens se pressent au contrôle d'immigration des aéroports français. Le nombre d'arrivées quotidiennes a finalement dépassé les 200 000, un record historique. Que s'est-il donc passé pour cette famille de 20 personnes? Comment un simple voyage de 2 semaines en France a-t-il pu transformer une famille entière et déclencher une véritable ruée vers la France parmi les plus fortunés du monde? Je vais vous raconter cette histoire incroyable. L'héroïne de l'épisode d'aujourd'hui est Giulia, une belle fille de 35 ans originaire de Rome. Avant de commencer, si vous pouviez aimer cette vidéo et vous abonner, cela nous aiderait grandement à partager les merveilleuses histoires de la France. Bonjour, je m'appelle Giulia, j'habite à Rome. J'ai 35 ans et je suis marié depuis 8 ans. Je mène une vie d'employé de bureau ordinaire, tout en élevant mes 2 enfants. Ce soir-là, ne différait en rien des autres. Après le travail, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé mon téléphone. Je ne cherchais rien de particulier, je regardais distraitement de courtes vidéos qui défilaient automatiquement. C'est alors qu'une vidéo a attiré mon attention. C'était une vue nocturne de Paris. Dans la vidéo, une femme faisait son jogging. Seule, après minuit, elle courait avec des écouteurs, l'air parfaitement détendu. Les rues étaient bien éclairées et les gens vaquaient à leurs occupations naturellement. Au début, je n'arrivais pas à y croire. Même à Rome, il n'est pas recommandé de se promener seul dehors après 23 heures. Mes parents m'ont toujours dit d'être prudente. Moi-même, lorsque je rentrais tard, mon mari venait me chercher ou j'utilisais un taxi. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Cela ne semblait pas être un montage. En lisant les commentaires, beaucoup disaient que les supérettes en France restaient ouvertes tard et qu'on pouvait y acheter de la nourriture chaude. On disait aussi qu'il y avait des magasins ouverts 24 heures, 24 un peu partout en ville, et qu'on pouvait se faire livrer même tard dans la nuit. J'ai montré la vidéo à mon mari. Sa réaction a été de dire que c'était très étrange. Alors, je l'ai envoyé sur le groupe de discussion de ma belle famille. Nous sommes assez proches de mes beaux-parents. En comptant mon beau-père, ma belle-mère, la famille de ma belle-sœur et celle de mon beau-frère, nous sommes plus de 20 personnes au total. Nous nous réunissons souvent les jours fériés et les week-ends, donc le chat familial est toujours animé. Dès que j'ai posté la vidéo, les réactions ont fusé. Mon neveu de 16 ans, fan de rap français, a été le premier à demander si c'était vraiment aussi sûr. J'ai répondu que je n'en savais rien. Quelques jours plus tard, nous nous sommes réunis chez mes beaux-parents. C'était initialement pour préparer l'anniversaire de mon beau-père, mais la conversation a naturellement dérivé sur la France. Ma belle-mère était sceptique. Elle avait l'impression que la France était un pays en déclin, avec des problèmes sociaux. Elle s'inquiétait des dangers. Cependant,
La réaction de la jeune génération était différente. Mes neveux écoutaient de la musique française, mon beau-frère utilisait des appareils électroménagers d'une marque française, et ma belle-sœur achetait des cosmétiques français en ligne. Finalement, la France était plus proche de notre quotidien que nous le pensions. C'est alors que mon beau-père a pris la parole. Il a dit que les prix en Europe avaient trop augmenté récemment. Même voyager en Europe coûtait une fortune. Mon beau-frère a cherché le prix des billets d'avion sur Internet et le résultat fut surprenant. Un billet pour la France coûtait à peu près le même prix qu'un billet pour l'Espagne ou le Portugal. En regardant les prix des hébergements et de la nourriture, la surprise fut encore plus grande. Le prix d'un hôtel à Paris était moins cher qu'à Londres ou Copenhague. Le coût de la vie était également raisonnable. Les transports en commun coûtaient environ la moitié de ce qu'ils coûtaient dans d'autres capitales européennes. Ma belle-mère a alors suggéré timidement « Et si nous y allions tous ensemble ?» Cela faisait longtemps que notre famille n'avait pas voyagé ensemble. Depuis que les neveux étaient petits, tout le monde était trop occupé. Organiser un voyage pour 20 personnes n'était pas une mince affaire. Coordonner les emplois du temps et réserver 20 billets d'avion était un défi. Mais la famille était enthousiaste. Chacun a ajusté ses congés et a posé des jours d'absence à l'école pour synchroniser les dates. Nous avons préparé le voyage pendant 2 mois. Plus nous en apprenions sur la France, plus nous étions étonnés. La vitesse d'Internet était parmi les plus rapides au monde, le système de transport parisien était extrêmement développé, le système de santé était avancé. Mais nous restions sceptiques. Les informations sur Internet sont peu, être exagérées. Il fallait voir par nous-mêmes. La veille du départ, je n'ai pas pu dormir. L'inquiétude l'emportait sur l'excitation. Une si grande famille pourrait-elle voyager sans encombre dans un pays inconnu? La barrière de la langue ne serait-elle pas un problème? Mes beaux-parents supporteraient-ils le long vol? C'est ainsi que nous avons embarqué dans l'avion pour la France. À ce moment-là, nous ne savions pas encore que ce voyage allait complètement changer notre famille. L'arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle reste un souvenir inoubliable. Dès la sortie de l'avion, le couloir menant au contrôle des passeports était différent de tout ce que nous connaissions. L'architecture était moderne et impressionnante. Ce qui nous a le plus surpris en attendant le contrôle, c'est le temps d'attente. Même avec 20 personnes, cela n'a pas pris plus de 30 minutes. Il y avait de nombreux portiques automatiques paraphes, on scannait son passeport, on faisait une reconnaissance faciale et on passait immédiatement. Mon beau-père a pu passer facilement avec l'aide d'un agent. La récupération des bagages fut aussi une surprise. Les valises ont commencé à arriver presque immédiatement sur le tapis roulant. Pour les bagages de 20 personnes, nous n'avons pas attendu longtemps. L'efficacité du système aéroportuaire était déconcertante. De l'aéroport à l'hôtel, nous avons pris le train, le RER. En descendant au sous-sol, nous avons trouvé un quai impeccable et un train est arrivé rapidement. La fréquence était de moins de 10 minutes, l'intérieur du train était encore plus surprenant. Il y avait des ports de recharge à chaque siège et le Wi-Fi gratuit était disponible. Même en roulant à plus de 100 km/h, la connexion Internet de mon téléphone ne coupait pas. Nous sommes arrivés à l'hôtel vers 22 heures. Après le check-in, alors que nous défaisions nos valises, mon neveu de 15 ans a dit qu'il avait faim. Je m'inquiétais de savoir s'il y aurait un restaurant ouvert à 7 heures, mais le réceptionniste nous a conseillé une supérette. Il a expliqué qu'elle était ouverte 24 heures, 24 et vendait même des plats chauds. Sceptiques, nous sommes allés chercher une supérette près de l'hôtel. C'était exactement le genre de magasin vu dans la vidéo. Il était plus de 23 heures, mais les lumières étaient vives et des clients entraient et sortaient. À l'intérieur, il y avait une variété de sandwichs, de salades, de plats préparés et de soupes. L'employé nous a gentiment montré comment utiliser le micro-ondes. Nous pouvions réchauffer nos plats et les manger sur place dans un petit espace prévu à cet effet. Les neveux ont choisi des sandwichs chauds et des pâtes, et moi un plat de bœuf bourguignon. Les prix étaient raisonnables, environ 5 à 7 euros par plat. Le goût nous a encore plus surpris. Pour de la nourriture de supérette, la qualité était excellente. Le plat était chaud comme s'il venait d'être cuisiné et les ingrédients étaient frais. Mes neveux n'arrêtaient pas de dire « c'est délicieux » en levant le pouce. Ma belle-mère a également apprécié, trouvant son plat savoureux. En sortant de la supérette, nous avons regardé autour de nous. Il était presque minuit, mais les rues étaient animées. Des gens faisaient du jogging, du vélo, des couples se promenaient.
Les lampadaires éclairaient vivement les rues et des caméras de sécurité, installées un peu partout, assuraient la sécurité. Mes neveux voulaient se promener encore un peu. Ma belle-mère avait l'air inquiète, mais les mots du réceptionniste me sont revenus à l'esprit. Ce quartier est très sûr. Finalement, nous avons décidé de nous promener autour de l'hôtel pendant environ 30 minutes. Ce fut une expérience incroyable. Pas une seule fois je ne me suis senti en danger en marchant dans la rue la nuit. Au contraire, je me sentais libre. C'était une scène inimaginable à Rome. Dans un parc, des gens étaient assis sur chaque banc, et devant les cafés, des jeunes discutaient en buvant un verre. En rentrant à l'hôtel, nous pensions tous la même chose. La France était vraiment un pays différent. Dès le premier jour, nos attentes s'étaient dépassées. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Le décalage horaire m'a réveillé à 5 heures du matin. En regardant par la fenêtre, j'ai vu que les rues étaient déjà animées. Des gens sortaient pour faire du sport, d'autres allaient au travail. La ville s'éveillait. Ce jour-là, nous avons décidé de visiter la ville en métro. Pour un groupe de 20 personnes, le métro était plus efficace que de prendre plusieurs taxis. En marchant jusqu'à la station la plus proche, nous avons facilement trouvé l'entrée grâce aux grands panneaux et aux indications. En entrant dans la station de métro, j'ai été stupéfaite. C'était bien plus propre que ce que j'imaginais. Le sol brillait et les murs étaient impeccables. Surtout, il n'y avait aucune mauvaise odeur. L'odeur caractéristique des vieilles stations de métro européennes était totalement absente. Acheter des passes Navigo a été simple. Il y avait plusieurs distributeurs automatiques et il suffisait de suivre les instructions à l'écran. Nous avons rechargé 20 cartes en une seule fois et la machine a traité la transaction rapidement. Sur le quai, des porte-palières étaient installées pour la sécurité. Le panneau d'affichage indiquait précisément l'heure d'arrivée du prochain train. Il était indiqué « Arrivée dans 2 minutes 30 » et le train est arrivé pile à l'heure. L'intérieur du train était aussi une surprise. La disposition des sièges était efficace et les barres de maintien étaient à différentes hauteurs, permettant aux enfants comme aux adultes de s'y tenir facilement. Des sièges prioritaires étaient désignés et la plupart des passagers les laissaient libres. Lorsque ma belle-mère s'apprêtait à s'asseoir, un jeune homme lui a immédiatement cédé sa place. Même dans le métro, la connexion Internet était excellente. Mes neveux, étonnés, regardaient leur téléphone. C'était surprenant que la communication soit si fluide, si profondément sous terre. En Europe, on ne peut pas s'attendre à avoir Internet dans le métro. Nous sommes arrivés à un endroit appelé Saint-Germain-des-Prés, un quartier réputé pour ses boutiques et ses restaurants. En sortant de la station, nous avons immédiatement ressenti l'atmosphère vibrante. C'était le week-end, donc il y avait beaucoup de monde, mais c'était plus une effervescence qu'un chaos. En nous promenant, nous nous sommes arrêtés devant un bistrot. Le menu était affiché avec de grandes photos et des descriptions en anglais. Le plat du jour a attiré notre attention. C'était un plat avec de la viande, des légumes et du riz. Ça avait l'air délicieux. Nous sommes entrés. Le personnel a semblé un peu surpris de voir 20 personnes arriver d'un coup, mais ils nous ont rapidement préparé une table, en joignant 2 grandes tables. La commande se faisait directement auprès du serveur, très souriant. Lorsque les plats sont arrivés, tout le monde était émerveillé. Les couleurs étaient magnifiques. Les légumes rouges, jaunes et verts étaient harmonieusement disposés. Le goût était également excellent. La soupe à l'oignon était particulièrement mémorable. Ma belle-mère était ravie, disant que les légumes étaient frais et délicieux. Pendant le repas, le serveur est venu nous offrir un digestif. Il a dit que c'était pour nous remercier de notre visite. Ce geste chaleureux nous a touchés. Au moment de payer, nouvelle surprise. Pour 20 personnes qui avaient mangé à leur faim, l'addition était moins élevée que prévu. Environ 15 € par personne. Après le repas, nous avons continué notre promenade. Ma belle-sœur était intéressée par les nombreuses parfumeries. Dans une boutique, une vendeuse nous a expliqué en anglais et nous a donné des échantillons à essayer. Les prix étaient raisonnables et la qualité semblait excellente. En marchant, nous sommes passés devant un restaurant. À travers la vitre, nous pouvions voir à l'intérieur. Une grande famille, qui semblait française, était en train de dîner. Une mère d'environ 60 ans et sa belle-fille d'environ 30 ans étaient assises côte à côte, regardant le menu ensemble. J'ai observé cette scène un moment. C'était quelque chose de rare à Rome. Ma belle-mère et moi ne sortons pas souvent ensemble.
Même lors des réunions de famille, chacun a son propre espace. Mais ici, cette frontière ne semblait pas exister. Aux Galeries Lafayette, j'ai vu une scène similaire. Au rayon cosmétique, une femme âgée et une jeune femme essayaient des produits ensemble. J'ai demandé à la vendeuse, et elle m'a dit que c'était une mère et sa belle-fille, venues faire du shopping ensemble. J'ai murmuré à mon mari, l'ambiance est différente de chez nous. Il a acquiescé. Je me demandais si c'était une différence culturelle ou une approche différente des relations. Le soir, alors que nous nous apprêtions à rentrer à l'hôtel, mes neveux semblaient déçus. Ils voulaient continuer à explorer. La journée avait semblé si courte. Le troisième jour, dans l'après-midi, nous nous sommes promenés dans un petit parc près de l'hôtel, le jardin du Luxembourg. Mon beau-père marchait lentement, observant les alentours. Le parc était magnifiquement entretenu. Des gens étaient assis sur les bancs, des enfants couraient partout. Alors que nous nous reposions sur un banc, une dame, âgée, s'est approchée. Elle parlait français, mais nous avons pu communiquer grâce à une application de traduction. Elle nous a demandé d'où nous venions. Quand j'ai répondu « d'Italie », elle a souri et m'a serré la main. Elle a sorti des bonbons de sa poche et les a offerts à mes neveux. Nous avons discuté un moment. Elle nous a demandé combien nous avions de petits-enfants, si la famille était en bonne santé, comment se passait notre voyage. La conversation via l'application était un peu lente, mais le cœur y était. En partant, la dame nous a fait signe de la main en disant « Au revoir et revenez vite ». Sa gentillesse était touchante. J'ai senti que même si la langue est différente, les cœurs peuvent se comprendre. De Paris, nous sommes allés à Aix-en-Provence. On nous avait dit que c'était un endroit célèbre pour son charme ancien. Le trajet en TGV a duré environ 3 heures et les paysages étaient magnifiques. En quittant la ville, nous avons vu des champs et des collines s'étendre à perte de vue. En arrivant à Aix, c'était comme si le temps s'était arrêté. Des maisons traditionnelles avec des toits de tuiles bordaient les ruelles étroites. C'était incroyable de trouver un tel espace au milieu des bâtiments modernes. Les maisons étaient anciennes, mais bien entretenues. Notre hébergement était une chambre d'hôte dans un mas provençal traditionnel. En ouvrant le portail, nous avons découvert un jardin intime, avec les chambres disposées au fond. La terrasse en bois portait les marques du temps. La propriétaire, que nous appellerons Madame Dubois, nous a accueillis. C'était une femme d'environ 70 ans qui nous a souhaité la bienvenue avec un grand sourire. Elle nous a servi une citronnade maison et nous a dit de nous reposer. Elle ne parlait pas très bien anglais, mais sa chaleur dépassait les mots. En entrant dans les chambres, la famille a découvert pour la première fois le charme rustique. S'asseoir sur les vieilles chaises en paille était une nouveauté. Mon beau-frère s'est allongé sur le lit et s'est exclamé. Il souffrait habituellement de maux de dos, mais il a dit que ce matelas ferme lui ferait du bien. Le soir, nous nous sommes assis dans le jardin. L'air d'une soirée d'automne était frais et les étoiles brillaient dans le ciel. C'était un ciel nocturne pur, impossible à voir en ville. C'est alors que des jeunes sont sortis de la chambre voisine. C'étaient des étudiants d'une vingtaine d'années. Ils étaient français et venaient pour une expérience à la campagne. Madame Dubois nous les a présentés. La conversation s'est engagée naturellement. Un étudiant a demandé en anglais « Comment trouvez-vous la France ? Votre voyage se passe bien ?» Nous avons commencé à raconter nos expériences, la propreté du métro, la sécurité des rues la nuit, etc. Les jeunes écoutaient attentivement. Puis, ils ont dit qu'eux-mêmes n'avaient jamais vraiment fait l'expérience des traditions françaises. Ils apprenaient beaucoup de Madame Dubois. Mon beau-père a demandé si la jeune génération s'intéressait à cette culture traditionnelle. L'étudiant a hoché la tête. Il a dit que la culture traditionnelle connaissait un regain de popularité parmi les jeunes. Se promener dans les vieux villages en portant des vêtements traditionnels était devenu une tendance. Nous étions surpris. À Rome, les jeunes ne s'intéressent guère aux vieilles choses, mais ici, c'était la jeune génération qui semblait vouloir préserver la tradition. Alors que la nuit tombait, Madame Dubois nous a dit de rentrer. Il fait frais la nuit, dormez bien au chaud. En me glissant sous les couvertures, la chaleur a envahi tout mon corps. J'ai regardé tranquillement par la fenêtre avec mon mari. Le lendemain matin, nous nous sommes promenés dans les ruelles du vieux village. Nous avons trouvé un petit salon de thé, un endroit servant du thé et des pâtisseries locales. En entrant, une atmosphère calme et paisible nous a enveloppés. La propriétaire, une femme d'une 60aine d'années, nous a servi personnellement.
La façon dont elle versait une tasse de thé était comme un art. En buvant notre thé, nous avons discuté avec elle. Elle tenait ce salon depuis 30 ans. Elle disait qu'elle servait chaque client avec soin, non pas pour gagner de l'argent, mais pour transmettre un sentiment de paix à travers le thé. Mon beau-frère a demandé, dans le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas une perte de travailler si lentement? La propriétaire a souri et a répondu, aller vite n'est pas tout. L'important est d'aller dans la bonne direction, même lentement. Ces mots nous ont laissés pensifs. C'était un moment pour réfléchir à nos propres vies, passer à courir sans cesse. En sortant du salon de thé, nous avons de nouveau arpenté les ruelles. On voyait des gens vêtus de costumes traditionnels un peu partout. Il y avait de jeunes couples et des familles. Tous prenaient des photos avec des visages heureux. Mon beau-père a dit, « Ici, l'âge ne semble pas importer. Jeunes et vieux, tout le monde profite de la même culture dans le même espace. » L'après-midi, nous avons participé à un atelier d'artisanat traditionnel, la fabrication de savon de Marseille. Un artisan nous a montré les gestes et a expliqué. C'était une technique transmise depuis des centaines d'années. Nous avons essayé de fabriquer du savon avec précaution. Certains avaient les mains qui tremblaient, mais l'artisan nous a aidés patiemment. « Ne vous pressez pas, allez-y doucement », a-t-il conseillé. Ce qui est fait à la hâte se casse vite. Ma belle-sœur était émue en tenant le savon qu'elle avait fabriqué. Elle a dit qu'elle n'avait jamais rien créé de si précieux de ses propres mains. Au crépuscule, nous sommes rentrés à la chambre d'hôte. Madame Dubois nous avait préparé un dîner copieux. Ma belle-mère lui a demandé « Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous? Vous ne faites que louer des chambres contre de l'argent. » Madame Dubois a souri et a répondu « Les clients ne sont pas des clients, mais de la famille. Il est naturel de bien traiter la famille qui vient de loin. » Ce soir-là, j'étais assise avec ma belle-mère dans la chambre. Elle m'a dit doucement « Les Français sont vraiment chaleureux. » J'ai hoché la tête. Après ce temps paisible en Provence, nous sommes retournés à Paris. Après avoir déposé nos bagages à l'hôtel, au crépuscule, quelques membres de la famille ont voulu se promener. Mon beau-frère et sa femme sont sortis avec leurs enfants. Je pensais rester dans la chambre pour me reposer, mais ma belle-sœur m'a proposé de sortir faire du shopping. Vers 19 heures, nous avons quitté l'hôtel. Les rues étaient toujours animées. Les gens se promenaient librement sous les lampadaires brillants. Les supérettes étaient éclairées. Les cafés étaient pleins de gens qui discutaient. On nous a dit que les grands magasins étaient ouverts jusqu'à 20 heures. Nous sommes allés au rayon cosmétiques. Il y avait de nombreuses marques et les vendeuses nous ont gentiment conseillés. C'est alors que j'ai entendu une conversation en français à côté. Une femme d'environ 60 ans et une autre d'environ 30 ans choisissaient des produits ensemble. Je me demandais quel était leur lien. Ma belle-sœur a demandé en anglais « Êtes-vous mère et fille ?» La jeune femme a souri et a répondu qu'elles étaient belle-mère et belle-fille, venues faire du shopping ensemble. Ma belle-sœur, surprise, a demandé « Une belle-mère et une belle-fille sortent ensemble ?» La femme a hoché la tête. Elle a dit qu'elle sortait faire du shopping 1 ou 2 fois par mois et que c'était agréable. En écoutant cette conversation, j'ai pensé que c'était une relation difficile à imaginer à Rome. Une belle-mère et une belle-fille qui vont ensemble dans un grand magasin pour choisir des cosmétiques. Ma belle-sœur a demandé prudemment « N'est-ce pas inconfortable ?» La femme a secoué la tête. Au début, c'était un peu gênant, mais maintenant ça va. Ma belle-mère me traite comme sa propre fille. Nous avons quitté le grand magasin et nous sommes arrêtés dans un café. Ma belle-sœur a dit « La France est vraiment différente. Les relations familiales sont différentes, la culture est différente. » J'étais d'accord. Pendant ces quelques jours en France, j'avais vu plusieurs fois des scènes similaires. Dans les restaurants, j'avais vu des femmes qui semblaient être belle-mère et belle-fille dîner ensemble. Dans les parcs, j'avais vu des familles de 3 générations se promener. J'ai soudain compris. Ce n'était pas une question d'obligation, mais de naturel. En France, il semblait normal que les grandes familles passent du temps ensemble. Ce n'était pas un fardeau, mais une culture. Le lendemain, nous avons décidé de profiter de Paris, chacun à notre manière. Les jeunes sont allés faire du shopping sur les champs, Élysée, tandis que les plus âgés ont visité un marché. Je suis allé avec mes belles-sœurs. En arrivant sur les champs, Élysée, un autre Paris s'est offert à nous. Des boutiques de luxe bordaient l'avenue. Les rues étaient élégantes et les gens bien habillés. Nous sommes entrés dans un café. La décoration était magnifique et le café excellent.
Assises près de la fenêtre, nous regardions la rue quand un groupe a attiré mon attention. C'étaient 3 femmes d'âge différents. La plus âgée semblait avoir la soixantaine, celle du milieu la quarantaine, et la plus jeune la vingtaine. Elles marchaient en riant, se tenant par le bras. Ma belle-sœur a dit « On dirait une famille, probablement la grand-mère, la mère et la petite-fille. » C'est ce que je pensais aussi. L'après-midi, nous sommes allés dans un cybercafé, un endroit que les neveux voulaient visiter. À l'intérieur, des dizaines d'ordinateurs dernier cri étaient alignés, avec des fauteuils de jeu à chaque place. Le gérant nous a accueillis. Quand j'ai demandé si les personnes âgées pouvaient l'utiliser, il a répondu « Bien sûr ». Effectivement, dans un coin, un homme d'une soixantaine d'années était assis et surfait sur Internet. Mes neveux se sont installés et ont commencé à jouer. J'ai observé à côté d'eux. La vitesse d'Internet était incroyable. Les pages se chargeaient instantanément. Ce qui prenait du temps à charger à Rome était traité en un clin d'œil ici. Après 1 heure, nous sommes sortis. Les neveux étaient ravis et voulaient y retourner. Le soir, nous nous sommes arrêtés dans un grand supermarché ouvert 24h/24. L'intérieur était aussi propre et spacieux qu'un grand magasin. Au rayon alimentation, il y avait un comptoir traiteur. Des plats fraîchement préparés comme des quiches, des poulets rôtis et des salades étaient alignés. Ma belle-sœur a acheté une part de quiche pour la goûter. « C'est chaud et délicieux », a-t-elle dit. J'ai goûté aussi. Le goût était unique, un mélange de saveurs riches et savoureuses. À la caisse, l'employé était très serviable. Il a mis les articles lourds dans un sac pour nous et les a répartis pour que ce soit plus facile à porter. En sortant du supermarché, ma belle-sœur a dit « En France, tout est pratique. C'est un pays où tout le monde, jeune ou vieux, peut vivre sans difficulté. » Sur le chemin du retour à l'hôtel, j'ai réfléchi. Ce que la France nous avait montré, ce n'était pas seulement des installations ou de la technologie. C'était un cœur qui se soucie des gens, une culture où toutes les générations vivent en harmonie. Au bout d'1 semaine, un changement a commencé à se produire sur mes réseaux sociaux. Les photos et vidéos que je postais pendant le voyage ont commencé à recevoir une avalanche de commentaires. Au début, c'étaient les réactions de mes amis. Des questions comme « La France est-elle vraiment si belle, si sûre ?» L'intérêt de mes connaissances à Rome grandissait. La photo de la nourriture de la supérette a particulièrement suscité des réactions. Beaucoup de commentaires disaient qu'il était incroyable de pouvoir manger une telle variété de plats à minuit. La vidéo du métro a eu un effet similaire. Les gens trouvaient incroyable qu'un métro puisse être si propre et ponctuel. Un de mes amis m'a envoyé un message pour me dire qu'il était allé à l'épicerie française de Rome. Ma vidéo lui avait donné envie de manger français. Le voyage touchait à sa fin. Nous avons décidé de passer les 2 derniers jours à Paris. Notre guide nous a dit qu'il avait préparé un endroit spécial, le marché d'Aligre. Il a expliqué que c'était l'un des marchés les plus animés de France. En arrivant au marché, une incroyable vitalité nous a accueillis. L'odeur de la nourriture, remplissant les ruelles étroites, les rires bruyants des marchands. C'était un espace vivant. Des gens faisaient la queue devant un stand de crêpes. Nous nous sommes joints à eux. En voyant les crêpes grésiller sur la plaque chaude, nous étions tous pleins d'attente. Notre tour est arrivé et nous avons reçu nos crêpes, chaudes et délicieuses. Dès la première bouchée, une saveur douce et réconfortante a rempli ma bouche. Mon beau-père s'est exclamé « Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça ». Ensuite, nous sommes allés chez un fromager qui proposait des fromages forts. En voyant le roquefort, ma belle-mère a hésité, pensant que ce serait trop fort. Mais le fromager l'a encouragé. « Goûtez juste un petit peu ». Ma belle-mère a goûté timidement. C'était fort, comme prévu. Mais en même temps, elle a senti une saveur complexe et riche. Elle en a repris une bouchée, puis une autre. C'était addictif. Mon beau-frère, ayant trouvé cela trop fort, cherchait de l'eau. Le vendeur du stand d'à côté lui a apporté un verre de jus de pomme frais. Quand nous avons voulu payer, le vendeur a fait non de la main. « C'est pour moi ». Mon beau-frère ne savait pas quoi faire. Il n'était pas habitué à recevoir une telle gentillesse sans raison. À Rome, tout a un prix. Mais ici, on lui donnait simplement. Nous nous sommes déplacés vers un stand de charcuterie. Le propriétaire nous a fait goûter du saucisson. C'était un aliment que nous ne connaissions pas bien, mais après une bouchée, nous n'avons pas pu nous arrêter.
Le propriétaire nous a apporté du sel et du poivre. C'est encore meilleur comme ça, nous a-t-il dit. Nous avons suivi ses conseils et c'était encore plus délicieux. En nous promenant sur le marché, nous nous sommes arrêtés à divers stands. Huîtres, gaufres, pâtisseries. Nous avons goûté à tout. À chaque stand, les commerçants étaient aimables. On pouvait goûter librement et acheter si on aimait. En achetant des pâtisseries, mon beau-père a demandé au vendeur « Pourquoi est-ce si bon marché? Pouvez-vous faire des affaires à ce prix ?» Le vendeur a souri et a répondu « Je ne cherche pas à faire beaucoup de profit. Si les clients mangent avec plaisir et sont heureux, ça me suffit. » À ces mots, mon beau-père est resté sans voix un moment. Dans une société capitaliste où la recherche du profit est naturelle, il était impressionné de voir qu'ici, on n'accordait plus d'importance au bonheur des gens. En quittant le marché, nous nous sommes dirigés vers un restaurant gastronomique haut de gamme. C'était un dîner spécial préparé par l'agence de voyage. Le restaurant avait une atmosphère calme et élégante. Des salles privées étaient disponibles, et dans chaque salle, une table magnifiquement dressée nous attendait. Plusieurs petites entrées nous ont été servies. Chacune était une œuvre d'art. Le plat principal était un magret de canard. Le chef l'a cuisiné devant nous. Il retournait la viande au moment parfait et la déposait dans nos assiettes. À la première bouchée, nos yeux se sont écarquillés. C'était différent de toutes les viandes que nous avions mangées. La texture fondante, la saveur profonde et riche nous ont émerveillés. Après le repas, la propriétaire du restaurant est venue nous saluer en personne. C'était une femme d'une 50aine d'années qui dirigeait ce restaurant depuis 20 ans. Elle a dit qu'elle choisissait tous les ingrédients elle-même, en se rendant chaque matin au marché. Ma belle-mère a demandé « N'est-ce pas épuisant de mettre autant de cœur à l'ouvrage ?» La propriétaire a souri et a répondu « Toute ma fatigue disparaît quand je vois les clients manger avec plaisir. » Nous l'avons remerciée. Dans notre vie, nous étions allés dans de nombreux restaurants, mais c'était la première fois que nous recevions un accueil aussi sincère. Le dernier jour est arrivé. Dans le hall de l'hôtel, les familles se sont rassemblées avec leurs bagages, mais les visages étaient graves. Le désir de ne pas partir se lisait sur leurs visages. Les pas pour monter dans le bus étaient lents. Chaque pas était empreint d'hésitation. Nous regardions le paysage parisien par la fenêtre avec un regard nostalgique. Sur la route de l'aéroport, le bus était silencieux. L'ambiance était complètement différente de l'arrivée. Quand nous sommes arrivés en France pour la première fois, il y avait un mélange de curiosité et d'un peu d'inquiétude. Mais maintenant, c'était de la nostalgie et de la tristesse. Mon beau-père a dit doucement « Ça n'a duré que 2 semaines, mais c'est comme si j'avais vécu ici toute ma vie. Je n'ai jamais été aussi en paix et heureux. » Nous sommes arrivés à l'aéroport. Les démarches de départ étaient lourdes. Enregistrer les bagages, passer la sécurité, se diriger vers la porte d'embarquement. Chaque étape semblait être la dernière. En passant par le duty-free, ma belle-mère s'est arrêtée. C'était devant un stand de cosmétiques et de produits alimentaires français. Elle a commencé à acheter des souvenirs pour la famille. Les autres se sont joints à elle. Mon beau-frère a acheté des conserves de cassoulet. Il a dit qu'il voulait manger français même de retour à Rome. Ma belle-sœur a acheté du thé mariage frère. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas oublier le goût qu'elle avait bu à Paris. En attendant l'embarquement devant la porte, j'ai regardé chaque membre de ma famille. Leurs expressions étaient complètement différentes de celles qu'ils avaient en arrivant ici, il y a 2 semaines. Il y avait un changement sur tous les visages. L'heure d'embarquement est arrivée. Les gens ont commencé à passer la porte un par un, mais devant la porte, mon neveu de 15 ans s'est arrêté. Il ne pouvait pas avancer. Un agent s'est approché et a demandé « Est-ce que ça va ?» Mon neveu a secoué la tête. Puis il a dit « Je ne veux pas rentrer ». Les autres neveux ont dit qu'ils ressentaient la même chose. Finalement, tout le monde est monté dans l'avion. Mais personne n'avait l'air heureux. Nous avons regardé l'aéroport français par le hublot jusqu'au dernier moment. L'avion a décollé. La terre française s'éloignait de plus en plus. Les familles regardaient par la fenêtre. Ma belle-mère essuyait discrètement une larme. Dès le lendemain de notre retour à Rome, les changements ont commencé. Des amis m'ont contacté. Les appels et les messages demandant des nouvelles de notre voyage en France ont afflué. Au travail, c'était pareil. Mes collègues me demandaient de leur parler de la France à chaque pause déjeuner. Ils étaient émerveillés en voyant les photos. Certains avaient déjà réservé leur billet d'avion.
En passant par l'épicerie française du quartier, j'ai été surprise. Il y avait beaucoup plus d'Italiens. Avant, c'était un endroit fréquenté principalement par des expatriés français. Mais maintenant, les clients locaux étaient plus nombreux. Le propriétaire m'a salué joyeusement, disant que les affaires marchaient bien. Environ un mois plus tard, le groupe de discussion familiale est redevenu actif. Mes neveux avaient commencé à regarder des films français et mon beau-frère a dit qu'il suivait l'actualité française. Ma belle-mère avait acheté un livre de cuisine française. Elle a dit qu'elle avait essayé de faire une quiche lorraine à la maison et que c'était délicieux. J'ai commencé à apprendre le français. Je me suis inscrite à un cours en ligne et j'étudie un peu chaque jour. J'ai appris les salutations de base et quelques phrases simples. La prochaine fois, je voulais commander en français. Le nombre de mes abonnés sur les réseaux sociaux a également beaucoup augmenté. Des gens intéressés par un voyage en France m'envoyaient constamment des messages, demandant des conseils sur où aller, quoi manger, comment se préparer. Environ 3 mois plus tard, nous nous sommes de nouveau réunis. Cette fois, c'était pour planifier concrètement un autre voyage en France. 20 personnes, ce serait difficile, mais une dizaine pourrait y aller. Ma belle-mère a été la première à proposer. Et si on y retournait au printemps? J'ai entendu dire que les cerisiers en fleurs sont magnifiques. Tout le monde était d'accord. Avec le recul, ce voyage de 2 semaines a complètement changé notre famille. Avant d'aller en France, nous étions une famille italienne ordinaire. Nous voyions le monde avec une perspective centrée sur l'Europe. Mais en France, nous avons appris ce qu'est un pays véritablement développé. Des bâtiments tapent à l'œil et une technologie de pointe ne suffisent pas. Un cœur qui pense d'abord aux gens, une culture de respect mutuel, un système qui permet de vivre en sécurité. Ce sont ces éléments réunis qui font un pays vraiment avancé. La France avait tout cela, la sécurité de pouvoir faire un jogging seul à minuit, la commodité de pouvoir trouver de la nourriture chaude 24 heures, 24, une ambulance qui arrive en 5 minutes en cas d'urgence, des soins de santé abordables, des transports en commun propres, et surtout, des gens chaleureux. Grâce à mes vidéos, de plus en plus de gens ont découvert la France. Non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe, l'intérêt pour la France a grandi. Les médias ont commencé à en parler. La réaction des retraités a été particulièrement forte. Beaucoup voulaient passer leur retraite dans un pays sûr, avec un bon système de santé. Plusieurs de mes connaissances m'ont dit qu'elles envisageaient un long séjour en France. Ma relation avec ma belle-mère a aussi un peu changé. Avant le voyage, nous gardions une distance polie, du respect, mais pas de proximité. Mais en passant 2 semaines ensemble en France, nous nous sommes rapprochés. Le moment où nous attendions mon beau-père à l'hôpital, la nuit où nous étions assis ensemble dans notre chambre en Provence, l'après-midi où nous avons mangé des pâtisseries ensemble au marché. Ces moments ont peu à peu brisé le mur entre nous. Maintenant, ma belle-mère m'appelle de temps en temps pour me demander des recommandations de films français ou des recettes de cuisine. Je lui réponds avec plaisir. C'est un intérêt naturel, pas une obligation. Mon mari a aussi changé. Avant d'aller en France, il ne s'intéressait pas beaucoup à ce pays. Mais maintenant, il suit l'actualité française et étudie les entreprises françaises. Il recommande même à ses collègues de voyager en France. Mes enfants aussi. Ils veulent se faire des amis français. Ils veulent apprendre le français. Ils disent même qu'ils aimeraient vivre en France quand ils seront grands. C'est incroyable de voir comment le voyage d'une seule famille a pu changer tant de choses. Nous avons raconté ce que nous avons vécu en France à notre entourage, et ceux qui ont entendu notre histoire ont à leur tour visité la France, créant ainsi une réaction en chaîne. En ce moment même, des Européens, comme nous, arrivent dans les aéroports français. Eux aussi seront surpris, émus et transformés. Quand j'ai vu cette première vidéo, je ne savais pas. Je n'imaginais pas qu'un voyage commencé par simple curiosité changerait nos vies. Que le voyage de 2 semaines de ma belle famille de 20 personnes aurait une si grande signification. La France n'est plus seulement une destination de voyage pour nous. C'est un lieu d'apprentissage, un lieu où notre famille s'est unie, un lieu qui nous a donné une nouvelle perspective. C'est un endroit où nous retournerons un jour, et être où nous aimerions rester longtemps. Et tout cela a commencé avec une courte vidéo. La vidéo d'une femme faisant son jogging dans une rue de Paris la nuit. Cela a changé la vie de notre famille de 20 personnes. Et maintenant,
notre histoire change la vie de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est là la force de la France. Ceux qui l'ont vécu deviennent naturellement ses ambassadeurs. Si vous en avez l'occasion, je vous recommande vivement de visiter la France. Il y a des choses que les vidéos et les photos ne pourront jamais capturer. Il faut marcher, manger et vivre l'expérience pour comprendre. Des rues sur la nuit, des gens chaleureux, un système efficace, une cuisine délicieuse, une belle tradition. Tout cela vous attend. J'espère que, comme nous, vous vivrez une expérience spéciale en France. Parfois, je me souviens encore de ces moments. La surprise en arrivant à l'aéroport pour la première fois, l'émerveillement en mangeant mon premier sandwich chaud de supérette, le moment où j'ai tenu la main de ma belle-mère en attendant mon beau-père, la nuit où j'ai senti la chaleur des couvertures dans la chambre d'hôte en Provence, l'après-midi où j'ai été ému par la gentillesse des commerçants du marché. Tous ces moments ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et à l'avenir, nous resterons connectés à la France. Un pays physiquement lointain, mais proche de nos cœurs. C'est ce que la France est pour nous maintenant. C'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de cette grande famille italienne qui, après sa visite, a déclenché une vague d'amour pour la France en Europe? Laissez un commentaire d'encouragement pour les héros de cette histoire. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci de votre écoute.